Aujourd'hui, on va retourner aux belles heures de la chute je vais vous raconter une histoire. Non, c'est pas parce qu'on a David le castor que je suis le père castor. Hein, il faut pas pousser, mais je vais vous raconter une histoire qui va vous rappeler, si vous aviez été ici fan de notre émission, par exemple sur Rudy Giuliani, on est dans le même niveau. C'est de l'enquête, ça nous renvoie 40, 50 ans en arrière. On va raconter tout ça aujourd'hui. On va essayer d'illustrer ça. Et pourquoi on en parle maintenant? Et on va faire une petite parenthèse cinéma pour commencer cette émission, parce que le hasard faisant toujours bien les choses, le jour où les réseaux sociaux et la presse essentiellement britannique, pas la presse américaine, hein, c'est un sujet qui vit sur les réseaux sociaux, qui vit dans les médias à l'étranger, mais qui n'existe pas ou quasiment pas aux États-Unis. Et c'est pas quelque chose de nouveau, hein, ce n'est pas lié au fait que Donald Trump, j'imagine que le fait que Donald Trump soit président, c'est un vecteur aujourd'hui, mais ce n'est pas nouveau, ça a toujours été le cas. Toutes ces histoires d'espionnage, de possibilités de dossiers, de possibilités de Donald Trump ayant été manipulé par les services de l'Union soviétique, puis de la Russie et d'autres pays. On va beaucoup parler des Tchèques ce soir. Ce sont des dossiers qui sont très très peu abordés aux États-Unis. Et donc, ce qui est amusant, c'est que c'est une affaire qui est arrivée, l'affaire Krasnov, l'affaire Moussaïev, on va en parler, qui est arrivée il y a quelques jours sur les réseaux sociaux aux États-Unis. Et le même jour, et je trouvais que j'avais envie de commencer par là, Thomas, le même jour, on apprenait que Amazon venait de récupérer tous les droits et entre autres donc la propriété intellectuelle. Ils avaient déjà un accord pour James Bond, mais là maintenant ils sont vraiment propriétaires de la marque, du contenu. Ils ont le droit d'en faire ce qu'ils veulent, ce qui n'est pas forcément une très bonne nouvelle, non? Non, on se disait, oui, on se demandait, est-ce que ça veut dire qu'il va avoir maintenant une série télé dédiée. Bon, tout peut se passer en fait, c'est que voilà. Ouais, Maintenant, ce qui est clair, on en parlait hier et Cody, tu faisais un parallèle avec Disney lorsqu'ils ont racheté Star Wars. Oui, et que bon, il y a eu quelque chose il y a eu des bonnes séries ou des bons épisodes plutôt avec l'achat de Star Wars, mais quand on regarde les derniers films euh, qui étaient vraiment nuls, les séries où il y en a trop, c'est un peu la mort. Donc, Ah ouais, bah, il faut rentabiliser. Parenthèse, Ouais. nous ici on aime bien les films James Bond. oui. J'allais te demander, est-ce que tu sais combien de ces 25 films on a vus tous ensemble en famille? Bah nous, Oui. on les a tous Ah, les vus. 25. Bah oui, on 25 les a, pour 25. on les a tous vus. Hein. Ouais. Je pense que c'était il y a 2 ou 3 ans, on s'était fait on avait décidé de se dire, ok, tous les soirs, On se ou regarde presque, par pendant rapport au un mois, travail, Ouais. dans l'ordre, de manière Oui. chronologique, on regarde les James Bond et puis même ceux qui sont plus faibles, ceux de la fin des années 70, début des années 80, même ceux avec Pierre Brosnan qui ont énormément vieilli, à mon avis. Bon, on s'est régalé. C'est quelque chose que je vous conseille parce que ça vous permet en fait, de revisiter 50 ans de notre histoire. Et donc, évidemment, lorsque j'ai commencé à bosser sur ce dossier, d'où notre titre, hein, L'espion qui venait du froid, avec un point d'interrogation, j'avais un petit peu tout ça, en tête. Et donc, ouais, comme dit Cody, on va voir comment Amazon va À nouveau tenter de tuer James Bond. non, mais surtout tenter de rentabiliser. Bon, on va pas commencer à tout rejeter alors que ils n'ont pas encore commencé. Mais on va voir et ils vont être obligés de rentabiliser les milliards de dollars qui ont été versés pour tout ça. Et c'est là qu'on craint le pire. Donc voilà, on commence cette émission sur l'espionnage par une parenthèse consacrée au plus grand des espions,
de cinéma, littérature aussi, hein. Vous pouvez toujours aller lire les ouvrages de Ian Fleming. Vous allez voir, c'est aussi des polaroïdes extrêmement intéressants, des instantanés extrêmement intéressants sur ces périodes qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est vraiment un des contextes qu'il faut garder en tête sur ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Donc, l'affaire dont on va parler, vous en avez certainement vu si vous étiez un petit peu sur les réseaux sociaux. Vous en avez certainement entendu parler. C'est l'affaire Krasnov. On a utilisé une des multiples images générées par l'intelligence artificielle. Hein, on est clair, sans doute, vous avez bien compris, ce n'est pas un véritable cliché de Donald Trump avec un uniforme du KGB ou un uniforme de l'armée russe, avec le drapeau russe derrière. C'est un AI. Parce qu'on a beaucoup parlé de cette affaire à la fin de la semaine. Krasnov, c'est quoi? Krasnov, c'est le nom de code de Donald Trump dans les dossiers du KGB devenu FSB d'après, hein, et c'est là où on va être extrêmement prudent sur tout ça, c'est que c'est une accusation qui repose pour l'instant et peut-être pour toujours uniquement sur un témoignage. Et ce témoignage, donc, c'est ce qu'on appelle l'affaire Moussaïev. Moussaïev, c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant qui a un véritable parcours. C'est pour ça que on paye attention, on donne un petit peu du poids à ces déclarations. Parce que sinon, si on m'avait dit, OK, on va commencer une émission après un post fait sur Facebook, parce que voilà, l'affaire Krasnov, Moussaïev débute sur Facebook. On va voir le premier post de Moussaïev, donc c'est sur sa page. La première version, il y avait même une illustration, Thomas, le premier, où on voit, voilà, donc c'était clair qu'on parlait de Poutine et de Trump. Tout ça dans le contexte actuel de l'abandon de Trump de l'Europe quelque part et de l'OTAN et surtout de l'Ukraine avec cette volonté d'aller dans le sens russe. On va en reparler un petit peu plus tard. Et donc maintenant, lorsqu'on rentre dans le détail de la déclaration de Moussaïev, donc c'est vraiment son compte, hein. Apparemment, c'est vraiment lui qui a posé tout ça. Il explique qu'en 1987, il travaillait pour le 6e département du KGB en Union soviétique, donc à Moscou, et que la partie la plus importante du travail du 6e département était l'acquisition d'espions et de sources d'informations parmi les hommes d'affaires des pays capitalistes, donc de l'Europe de l'Ouest, dont les États-Unis. Et il explique que c'est donc en cette année-là, en 1987, retenez l'année, hein, parce qu'elle va avoir de l'importance. Le tournant des années 80 ont vraiment une importance dans l'histoire que je vais essayer de vous raconter aujourd'hui. Et donc, il explique que c'est en 1987 que le 6e département a recruté un homme d'affaires des États-Unis qui avait 40 ans. On a à peu près une photo dans un des dossiers, Thomas, peut-être dossier chronologie de Trump à cette période-là, sans maquillage. Voilà, Trump. Et donc, Moussaïev raconte qu'ils ont recruté à ce moment-là Donald Trump qui a reçu le nom de code de Krasnov. Krasnov, selon les différentes traductions, parce qu'après ça dépend du contexte, excusez-moi, du contexte, je vais y arriver, du contexte, ça veut dire rouge, donc ce qui serait le nom de code de Donald Trump d'après Moussaïev. Alors pourquoi on a parlé de Moussaïev? Comme je vous l'ai dit, c'est parce que c'est quelqu'un qui a rejoint le KGB, hein, le KGB qui était donc l'organisme soviétique d'espionnage, hein, tout le monde connaît. Entre autres, on en a vu en permanence dans les James Bond, mais pas que, en 1979.
En 1979, il fait son concours, il rentre à l'académie du KGB. En 1980, à Minsk, il est diplômé du KGB. Et là, il va débuter une carrière assez phénoménale où il va se retrouver, effectivement, lorsqu'il explique qu'il est en poste dans ce département-là au moment du recrutement, selon lui, de Trump, il a déjà une carrière extrêmement importante, y compris vers l'étranger. Et ça, c'est important parce que le département en question, c'est, comme il le dit, c'est un département qui s'intéresse vers l'étranger. De 1980 à 1986, Moussaïev est en poste en Irak et il est directement en contact à ce moment-là avec Saddam Hussein pour récupérer, pour que, évidemment, l'influence soviétique existe dans le Moyen-Orient, et puis surtout pour que des contrats, évidemment, c'est toujours l'argent, le nerf de la guerre, que des contrats soient établis avec l'Irak de Saddam Hussein. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'en 1986, rappelez-vous, il nous parle de 1987, en 1986, il revient à Moscou, en URSS. C'est pas la Russie à cette époque-là, on est encore dans on est sur la fin d'ailleurs de l'Empire soviétique. Il revient à Moscou et de 86 à 89, officiellement, il est employé, un haut cadre du ministère des Affaires internes. Le ministère des Affaires internes, c'est là où le KGB se trouve, et il va avoir une carrière fulgurante, et donc c'est pour ça que c'est intéressant, parce que il va se retrouver dans des postes extrêmement hauts. Ça devient un haut gradé. Et il va être décoré. Il a par exemple une des plus grandes médailles de l'ex-Union soviétique. Il reçoit l'ordre de l'Étoile rouge. Donc ça, c'est pour sa carrière, pour sa carrière à Moscou. Après, à la fin de cette carrière-là, il est muté. Il part dans une des provinces. Il part du côté du Kazakhstan. Et au Kazakhstan, il va devenir le patron, donc c'est une province soviétique, il va devenir le numéro 1, le patron du KNB, c'est l'équivalent du KGB au Kazakhstan, et c'est un rôle qu'il va occuper, y compris après, évidemment, la chute de l'Empire soviétique. C'est un rôle qu'il va occuper jusqu'en 2001. Donc c'est vraiment, encore une fois, quelqu'un qui a un véritable parcours. C'est pas quelqu'un qui apparaît d'un coup, il a ce véritable parcours. Est-ce que ça veut dire que ces accusations sont vraies? Évidemment, non. Mais en tout cas, il faut reconnaître qu'il a ce parcours. Les années 2010, c'est une période extrêmement compliquée pour Moussaïev, une période compliquée dont il se sort bien. Il quitte l'Europe de l'Est pour aller s'installer en Autriche. Et en Autriche, il se retrouve impliqué dans pas mal d'affaires. Il va être jugé. Il va, chaque fois, au bout de ses procès, son innocence va être prouvée. Et il a toujours expliqué que ces procès, qui sont autour d'affaires d'influence, d'enlèvement, d'espionnage, c'était son ancien employeur, si vous voulez, la Russie de Poutine, qui essayait de le faire tomber. Dans tous les cas, ça n'a pas fonctionné parce qu'encore une fois, donc c'est quelqu'un qui a eu, il faut garder ça, qui a eu des affaires avec la justice, mais au terme de toutes les affaires, tous les procès qu'il a lus, il a toujours été innocenté, relaxé. Et donc les accusations, les dossiers, à un moment il y a eu un dossier contre lui qui a été fait d'une affaire d'enlèvement de banquiers, ça rappelle un petit peu l'affaire Carbone, ces histoires d'enlèvement de banquiers. À la fin, la justice autrichienne a dû reconnaître que le dossier était vide et que c'était une manipulation. Donc,
quelque part, ça rajoute du poids, à mon avis, à Alnur Moussaïev, de dire, voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui a été au milieu de tout ça, qui a dérangé Moscou à un moment, et donc est venu sur ces déclarations. La motivation sur ces déclarations, on ne la connaît pas, on connaît que le timing sur ces déclarations, hein, le fait qu'elles arrivent au moment où justement Donald Trump s'est rapproché de Poutine. Donc c'est une manière peut-être du côté de Moussaïev de montrer que pour lui ce rapprochement est complètement logique. Si Donald Trump est un agent, ou en tout cas il y a eu un dossier, parce que ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de recrutement, hein, donc gardez, vraiment ça c'est un terme extrêmement important. Dans le renseignement, lorsqu'on parle de recrutement, ça ne veut pas dire qu'on vous recrute pour devenir un agent à la James Bond. Hein, c'est pas, on a commencé avec le cinéma, mais gardons ça en tête. Recruter quelqu'un, c'est par exemple le fait qu'il va devenir, quelquefois d'ailleurs malgré lui, informateur. Hein. Il va donner des informations, il va être utilisé comme agent d'influence. On va voir, c'est une piste qui est extrêmement intéressante. Ce n'est pas parce qu'on ouvre un dossier, encore une fois, je me répète, ce n'est pas parce qu'on ouvre un dossier que l'on devient un espion qui parcourt avec des gadgets Porte un fait le tour du monde et tout ça. Ouais. Exactement, hein, vraiment, gardez-le en tête parce que dès qu'on part dans ces dossiers-là, on projette justement nos fantasmes et l'essentiel du renseignement, hein, qu'il soit d'ailleurs français, américain, canadien, russe ou belge, c'est pas forcément du boulot extrêmement intéressant, reluisant, etc., etc. La mythologie bondienne n'est pas proche de la réalité, soyons clairs. Et donc, évidemment, le poste de Moussaïev a été repris. Encore une fois, on va voir qu'on a des médias, je crois que j'ai pris le Daily Record, on a des médias anglais qui vont parler de cette affaire-là. On a le Mirror aussi qui en parle, avec donc, vous voyez, avec photo à l'appui, nous expliquant que l'ancien espion soviétique, hein, encore une fois, la seule chose que l'on peut affirmer aujourd'hui, c'est que le CV de Moussaïev, il est bien réel. Hein, soyons clairs, il est bien réel. Donc tout ça, on en parle. Aux États-Unis, il y a eu un seul média électronique qui en a parlé, c'est Daily Beast, qui a été le premier à en parler. Et ce qui a été intéressant, on ne va pas rentrer dans les théories de la conspiration parce que c'est peut-être parce que c'est le seul site américain qui en a parlé. Pendant la journée qui a suivi la mise en ligne de ce post-là, l'article n'était plus accessible. Il y avait une erreur 404 dessus. Alors, bien sûr, il y a plein de monde qui est parti, si vous allez faire un tour sur les réseaux sociaux, qui vous explique, ben voilà, c'est la preuve, ça a été censuré par Musk, ça a été censuré par Poutine, ça a été censuré par Trump. C'est peut-être tout simplement parce que comme c'était la seule source américaine à parler du sujet, qu'ils ont eu un trafic vers le site qui était trop important. La plupart du temps, lorsqu'il y a ce genre d'événement, il y a des explications très très simples. Et c'est parce qu'on refuse ces explications très très simples qu'on part dans de la théorie du complot. Alors voilà, donc ça, c'est l'affaire et c'est rien d'autre. Krasnov, hein, je sais, t'es déçu, non? C'était une bonne émission, les gars. Salut. Bon, merci beaucoup. À la prochaine fois. On se retrouve dans une semaine, voire deux semaines. Peut-être. Trois. Voilà, exactement. Bon. Non, plaisante. Restez là. Non, donc Krasnov, ce n'est que ça. Hein, tout le reste, j'ai tout vérifié. Tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux sur Krasnov sous forme de longs tweets pour générer de l'engagement, etc., etc. C'est la même information qui est brodée, qui est amplifiée, qui est souvent déformée pour arriver à ça. Là, ce que je vous ai dit, tout ce que je vous ai dit, c'est le dossier Krasnov. C'est rien de plus, c'est rien de moins.
Alors pourquoi vous en parler aujourd'hui et pourquoi débuter une émission, en faire le seul dossier? C'est parce que, en fait, moi, ce qui m'a intéressé dans les accusations de Moussaïev, c'est que ce n'est pas le premier. Ce n'est pas le premier à accuser Donald Trump d'avoir été, d'une manière ou d'une autre, recruté par les services secrets. Il y en a un autre qui s'appelle Oleg Kalugin, qui a fait ses révélations également il y a quelques années. Alors c'est intéressant parce que Kalugin, lui, c'est pareil, hein, c'est un général du KGB, c'est un très 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 haut gradé, tellement haut gradé, Kalugin, qu'un certain Vladimir Je connais pas. Ouais, Vladimir Poutine, lorsqu'il était au KGB, on a une photo dans notre dossier d'ailleurs, Thomas, de Vladimir Poutine. Hein, je te demande des choses. Hein. Lorsque Vladimir Poutine, non, c'est pas ça là, on y est presque. C'est ça va arriver. Non, Poutine, ça va arriver, c'est pas grave. On a une photo de Vladimir Poutine. Donc, Kalugin a été le supérieur de Poutine. Hein. Donc, c'est vraiment, je pense, dans le dossier, soit chronologie, soit aujourd'hui, je ne sais plus. Non, c'est dans l'autre dossier, c'est dans le dernier dossier. On y arrive. Voilà, Vladimir Poutine. Donc, vous le reconnaissez, c'est bien lui, ce n'est pas un faux. Ce sont ces années au KGB. Et donc, dans ces années-là, c'est Oleg Kalugin qui a été en charge de Poutine. Et Kalugin, qui maintenant vit aux États-Unis, d'ailleurs, il y a quelques années, a parlé pour la première fois à un média russe sur l'existence de ce dossier. Donc on va voir, c'est le seul article qui existe, et c'est la seule fois où Kalugin, l'homme des secrets, c'est son surnom en Russie, parle des dossiers, il confirme l'existence de dossiers sur Donald Trump et le fait qu'il trouve extrêmement suspect que le président des États-Unis est tellement, je cite, gentil avec la Russie. Et il dit, bah, la Russie, le KGB, on a la mémoire longue. Si même le dossier Trump avait été oublié, bon, il y a quelqu'un qui s'est souvenu qu'on avait un dossier sur lui et que du coup, c'est une manière de faire de la pression. Donc voilà, donc ça, c'est la traduction est approximative parce que j'ai utilisé de l'intelligence artificielle pour traduire de manière automatique cet article. Donc vous voyez qu'il date de 2019. Hein, c'est un moment assez particulier pour Kalugin d'intervenir. Parce que Donald Trump est président à ce moment-là. Et donc, dans l'article, on va voir le début de cet article-là sur Kalugin. Le journaliste explique que donc il a discuté avec Kalugin pendant 70 minutes le 31 mars 2019 et que ce qui était complètement étonnant, c'est que Kalugin avait accepté d'être enregistré. Donc on sait que les propos prêtés à Kalugin n'ont pas été inventés, que les propos n'ont pas été sortis du contexte. Et on a des accusations qui sont extrêmement fortes. On va voir à l'époque, encore une fois, hein, la presse américaine n'en parle pas. La presse anglaise, oui, il y a le Guardian qui fait un article, donc vous voyez, hein, l'article date il y a plus de 4 ans, pour vous expliquer que Donald Trump a été cultivé, on va voir ce que veut dire ce terme de cultiver, pendant plus de 40 ans. Donc on trouve dans la même époque. Exactement, on est dans ces mêmes époques-là. Donc on a Moussaïev récemment avec le dossier Krasnov, on a Kalugin, qui est donc pareil, un haut gradé du KGB, le patron de Vladimir Poutine, qui vous dit qu'il y a eu un dossier du KGB sur Trump. Et puis il y a un troisième qui est Yuri Shevts.
Donc Yuri Shevts, c'est pareil, on va voir une photographie de lui à l'époque. On voit c'est le même uniforme que Poutine. On reconnaît les pattes. Pas la même coupe, la coupe elle est Non, intéressante. la coupe est intéressante. C'est la même époque. On reconnaît les pattes de l'uniforme, on va dire. Donc Yuri Shevts. On a une photo plus récente de lui, voilà, mais la coupe, il n'a pas changé. Mais bon, en tout cas, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que lui aussi, il a un parcours extrêmement intéressant parce que il connaît parfaitement les États-Unis. Il vit aux États-Unis d'ailleurs maintenant, mais il connaît tellement les États-Unis que lorsque il est espion pour le KGB, après avoir passé plusieurs années, et également là aussi on a affaire à un haut gradé du KGB, il est envoyé sous une couverture, pas une couverture qu'on se tire dessus, je vais en parler, sous une couverture, il est envoyé à Washington. Pendant des années, il est un des correspondants de l'agence de presse TASS, donc qui est l'agence de presse officielle russe, qui sert de couverture au KGB. Et il est envoyé à Washington pour surveiller les politiques américains. Et dans ce cadre-là, on l'oriente plusieurs fois sur le dossier Donald Trump et sur la personnalité de Donald Trump. Il explique que Donald Trump, et on va revenir plus tard parce que ça on sait que c'est vrai, a été repéré par un allié de l'URSS en 1977. On va voir quelques-unes de ces accusations. Il a participé récemment à un livre qui raconte comment Trump a été recruté. Au cœur de tout ça, évidemment, on va en reparler dans quelques secondes, il met le voyage de Trump, le premier voyage de Trump à Saint-Pétersbourg et à Moscou en 1987, accompagné de sa femme Ivana. Donc, encore une fois, 1987, hein, n'oubliez pas, c'est que toutes ces années-là, on se rend compte que lorsqu'on va recouper le témoignage de Moussaïev, hein, tout à l'heure on l'a vu, lorsqu'on prend celui de Kalougin, lorsqu'on prend celui de Shvets, on se rend compte que tous ces gens-là parlent de la même année. Et à partir de là, je sais pas, j'ai rien compris ce qui s'est passé là. J'ai cliqué sur le mauvais truc. Ok. À partir de là, on peut faire une pause s'il te plaît. Excusez-nous, petit problème technique. Donc, je reviens sur Shvets, Kalugin et Mosaïev. Ils parlent tous de ces mêmes années, les années 84, 85, 86, 87, qui sont celles du premier voyage de Trump à Moscou et à Saint-Pétersbourg avec sa femme Ivana. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que ça va ramener aux seules preuves, parce que pour l'instant, que ce soit dans le cas de Moussaïev, que ce soit dans le cas de Kalougin, que ce soit dans le cas de Shvets, nous n'avons pas d'éléments autres que leur témoignage. Mais Shvets pointe du doigt ce qu'on appelle la piste tchèque. Et je vais vous en parler dans quelques instants parce que c'est le seul endroit où il existe des preuves, j'ai bien dit des preuves, qu'il y a un dossier Trump. À tout de suite.
Vas-y, Cody, je te laisse la parole avant de me Bah, relancer. vous connaissez la tradition. En plus, là, ça fait 45 minutes pour le coup, on peut le dire. Ah bon Ça fait que 40. Ça fait que 40 40, minutes, ça fait que 40 minutes. C'est bon, on est dans les temps, mais on a des traditions à respecter. Donc, il faut vous remercier parce que vous le savez, si nous sommes là, c'est grâce à vous, c'est grâce à des gens comme Sylvie qui a signé un contrat, donc qui fête avec nous. Donc, merci beaucoup Merci et bravo beaucoup, à bravo. toi, Sylvie, pour cette... Sylvie qui écrit des livres et je vous conseille d'aller parcourir son œuvre, aller lire ses romans. Surtout au Canada, il faut soutenir tout qui est le business canadien, québécois. Donc, Exactement. allez-y, c'est une vaguelette à aider. On remercie également Domi pour son 3e dans l'histoire de Maintenant Média. Donc, merci beaucoup, Domi, pour ce soutien. Et on continue avec Ronan qui nous dit qu'il est à Saint-Germain ce soir. Donc, bonsoir et bienvenue. Puis Merci. Saint-Germain-en-Laye. En-Laye. Saint-Germain-en-Laye. Alors, ben voilà, ben formidable. Salut, merci tout le monde en tout cas. Hein, si on est là en ce moment, souvent, hein, troisième jour consécutif, c'est grâce à vos contributions, grâce à votre soutien. Merci à tout le monde. Pareil, j'ai vu qu'avant l'émission, il y a une ou deux personnes qui ont rejoint notre team Maintenant Média pour accéder à nos emojis. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, on aura un journal des vaguelettes où vous allez pas mal utiliser notre ami David Le Castor et notre vaguelette. Donc, soyez prêts. En tout cas, merci à celles et ceux qui nous soutiennent comme ça aussi. Merci à Gérard et Charles. Et aussi, il y a eu Isabella qui est passée avant l'émission, Marie et Claude. L'équipe qui est toujours là en avance, Voilà, ils sont tous présents. Merci beaucoup. Et un dernier défi, on est à 340 pouces. Je vous donne le défi des 360 avant la prochaine pause. Bon, bah voilà, on vérifiera. On vérifiera. Merci. On compte sur vous. Merci encore Cody. On va revenir donc à notre dossier, pas encore le dossier compromat, mais on va en parler, à notre dossier sur Donald Trump et savoir si donc Donald Trump a été approché, a été un espion ou a été manipulé par l'Union soviétique, parce que ça pose des questions par rapport à aujourd'hui. Et donc, comme je vous le disais, on vient de faire le tour de 3 personnes qui ont occupé des fonctions importantes et différentes au sein du renseignement soviétique sur la même période, hein, la fin des années 70 et le début des années 80, et qui accusent Donald Trump. Mais ces accusations, elles ne sont pas étayées de preuves. On n'a pas un dossier Trump, ce qui est, s'il existe, c'est complètement logique qu'on n'y ait pas accès. Donc c'est vraiment le problème de parler de ce dossier-là, c'est qu'on va trouver des concordances, on va trouver une chronologie, on va le voir, qui est extrêmement intéressante. On va trouver des personnes qui accusent Trump, mais très peu de preuves. Mais en fait, c'est faux. Il y a des preuves qui existent et il faut les regarder. Il faut aller voir du côté tchèque où il y a des tas de dossiers. Je pense qu'on a une photo des dossiers, des archives qui ont été rendus publics, qui sont toujours triés actuellement. Il y a beaucoup de dossiers des services secrets tchèques qui ont été détruits au moment de l'effondrement du mur, hein, donc de l'effondrement du bloc de l'Est. Il y a énormément d'archives qui ont été détruites, mais il en reste. C'était les services de renseignement de l'Europe de l'Est avaient une manie à l'administratif. Donc il y avait des dossiers sur tout et quasiment sur tout le monde aussi. Et donc il y a quelques années, un journal indépendant d'enquête je ne me rappelle plus le nom, je suis désolé, mais un journal indépendant d'enquête du pays et également la télévision tchèque ont découvert l'existence d'un dossier Trump. En fait, ce dossier Trump, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas directement le dossier Donald Trump, c'est un dossier Ivana Trump. Hein, c'est intéressant, Ivana Trump, qui a été la femme de Trump de 1977
à 1992 est tchèque. Et quand elle se marie avec Donald Trump, d'un coup, elle devient un personnage d'intérêt. Et il y a un dossier, c'est une réalité, en 1977, il y a un dossier qui est ouvert sur Trump. Et l'informateur de ce dossier-là, qui permet d'avoir des informations, on va le voir, qui sont extrêmement intéressantes, l'informateur principal de ce dossier-là, c'est le père de Ivana Trump, le beau-père de Trump, qui est et qui restera jusqu'à l'effondrement du service de renseignement, un informateur payé par les services de renseignement tchèques et qui donc va surveiller ce que fait son gendre aux États-Unis et il va partager les informations avec les services tchèques. Ça va aller encore plus loin, c'est que les services tchèques, à mesure que Donald Trump, au milieu des années 80, devient cette espèce de figure extrêmement importante, et suite à son voyage à Moscou, on va en reparler, ils vont mettre Ivana Trump sur écoute. Et lorsqu'elle appelle son père qui est informateur, va devoir lui poser des tas de questions sur ce que fait Donald Trump. Donc, on va dire que c'est quelque chose de assez classique, hein, soyons clairs. Vous avez une citoyenne de votre pays qui, dans ce contexte de la fin à venir du bloc de l'Est, se marie avec quelqu'un d'aussi exposé et connu de Donald Trump. Ce n'est pas une surprise si on réfléchit qu'ils ouvrent un dossier. Ce qui est intéressant, c'est que ce dossier, qui est au début un dossier provincial de la ville dont vient Ivana Trump, va devenir un dossier national en 1988. Encore une fois, gardez cette date en tête, ça va être important. En 88. Et en 1988, cette date est clé parce que c'est les premières années où Donald Trump va parler de cette idée de se lancer en politique. D'accord, en politique pour devenir président des États-Unis. Et donc en 88, le dossier part au premier département du service. Hein, vous avez vu tout à l'heure Moussaïef nous parler du 6e département, c'est ça? Donc là, ça part au premier département qui va ouvrir un dossier sur Donald Trump, donc du niveau régional au niveau national. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que le premier département travaille main dans la main avec le KGB. Hein, c'est un des pays satellites, si vous voulez, de l'Union soviétique. Et donc, à partir de 1988, les agents qui surveillent Donald Trump travaillent en collaboration avec le KGB. Et lorsqu'on regarde les informations qui ont été découvertes par les archivistes dans ce dossier partiel, on ne peut être que troublé. Il y a, par exemple, la copie de l'accord prénuptial de mariage entre Donald Trump et Ivana. Donc, ils ont vraiment eu accès à des documents pour voir que, en cas de divorce, elle devait recevoir telle ou telle somme. Elle pouvait parler de telle et de telle et telle chose. Mais il y a un point qui donne du poids à ces déclarations. Il y a un rapport dans ce dossier-là. Le rapport existe, il a été présenté à la télévision, il a été confirmé, il est disponible dans les archives nationales tchèques, qui fait le point en 1988 sur Donald Trump en expliquant qu'il souhaite se présenter à l'élection présidentielle, il veut devenir président des États-Unis. Ça, c'est un point. Et le deuxième point, ils expliquent qu'il faut lui donner du poids parce qu'il
il est dans une situation financière privilégiée. Privilégié, qu'est-ce que ça veut dire pour des espions? Ça veut dire parce qu'on peut, agir là-dessus, hein. Je vous rappelle que Trump, hein, on l'a suivi ensemble, est passé par de nombreuses faillites à ce moment-là. Mais il y a un autre point qui est révélé dans ce dossier-là de 1988, c'est que Donald Trump a fait, on ne sait pas comment, hein, ce n'est pas détaillé, a pris les dispositions nécessaires pour ne pas payer d'impôts pendant 30 ans. Hein, je vous rappelle, en 2015, tous les efforts de Trump pour ne pas révéler ses déclarations d'impôts. Et ce qui est fou, c'est que en 2016, on va voir l'article, le New York Times. On est en 2016. Moi, je vous ai parlé de 1988. En 2016, boum, révélation du New York Times qui nous raconte que pendant 2 décennies, donc pendant 20 ans, Donald Trump n'a pas payé d'impôts. Donc, confirme un des points mis en avant par les services de renseignement tchèques. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça donne un poids considérable à tout ce qui s'est passé. Encore une fois, la presse américaine ne va pas parler de la thèse tchèque. On va voir le Guardian. Par contre, encore une fois, la presse britannique va montrer que oui, Donald Trump, les dossiers existent. On a les deux articles différents qui montrent qu'à la fin des années 80, ce que je viens de vous raconter, gardez cette date, la fin des années 80, les services tchèques qui travaillent la main dans la main avec Moscou ont fait tous les efforts possibles pour augmenter le nombre d'informations sur Donald Trump. Et que donc tout ce dossier, c'est le deuxième article. Donc vous voyez, ça a plus de 6 ans. Donc là, celui-là, il a plus de 8 ans. On voit que dans le rapport de 1977, excusez-moi, en 1977, on avait cette information que Trump ne paierait pas d'impôts pendant 30 ans, confirmée en 2016 par le New York Times. 2016 par le New York Times, 77, c'est les services de l'Est avaient suffisamment d'informations sur les finances. Hein, c'est ça ce que ça veut dire derrière. C'est qu'ils avaient suffisamment d'informations sur les finances, sur l'état financier de Trump pour affirmer qu'il ne paierait pas d'impôts pendant 30 ans. Et ça, c'est une info confirmée. Comment les services tchèques ont réussi à avoir cette information et ont pu conclure que Donald Trump ne paierait pas d'impôts pendant 30 ans, on n'a pas la réponse, mais ça devient troublant. Ouais, Cody, tu veux dire quelque chose? C'est souvent les petits détails où on attrape quelqu'un, que ce soit un criminel ou que ce soit un espion ou quelque chose comme ça. C'est souvent, quand on construit une histoire ou quelque chose, on est vraiment tout en béton pour je suis ma couverture. Mais c'est des petits détails comme ça où on essaye on trouve une faille et on arrive à rentrer dedans et on trouve comme tu dis, pourquoi est-ce qu'en 1977 ils auront quelque chose qui sortirait qu'en 2016? Tu vois, c'est pas un hasard. Non, et ça veut dire qu'il y a eu. C'est pas la preuve ultime de quelque chose, et même comme tu as signalé, juste parce qu'il y a ces liens entre Trump et le KGB et tout ça, ça ne veut pas dire qu'il était un espion, mais qui a été utilisé, manipulé et tout ça. Et c'est ça ce qui est le risque, c'est de voir quelqu'un qui a ces liens, qui est l'homme le plus fort au monde, qui a le plus de pouvoir. Ouais. C'est sûr. Plus de puissance. Et donc, le deuxième point de ce dossier-là, c'est qu'en 1988, les services tchèques écrivent que Trump lui-même est convaincu qu'il peut gagner l'élection présidentielle. Hein, c'est extrêmement important, tout ce contexte-là. Donc, on sait qu'il y a cette réalité, et toute cette réalité nous ramène au milieu des années 80. Au milieu des années 80,
Le KGB est dirigé par Yuri Khrouchtchev. C'est une personnalité, encore une fois, de l'ombre. On a une photo, c'était lui tout à l'heure, voilà, avec la casquette, qui, lorsqu'il est un des généraux du KGB, Khrouchtchev, qui a terminé, il est décédé il y a quelques années à l'âge de 83 ans, il a terminé sa carrière sous Gorbatchev, donc ça nous ramène également il y a quelques années. Mais pourquoi je vous parle de Khrouchtchev? C'est parce que en 1984 et 1985, Khrouchtchev, qui est à ce moment-là le vice-président du KGB, donc le numéro 2 du KGB, il terminera numéro 1 du KGB de 1988 à 1991. Donc on parle vraiment de quelqu'un qui est au sommet du renseignement soviétique. Il fait une série de mémos, de rapports, sans savoir qu'il y a dans ses rangs des espions doubles. On est en plein dans les James Bond, dans les Tom Clancy, dans tous ces livres-là. Et que ces mémos sont envoyés au service de renseignement britannique via des transfuges. Et dans ces mémos-là, faits par donc ces espions qui vont devenir des transfuges, qui après vont venir se réfugier à l'Ouest, on découvre que en 1984 et puis 1985, Khrouchtchev est vraiment en colère. Il est en train de dire que le KGB est en train de faillir à sa mission, que les agents à l'Ouest ne réussissent pas leur boulot et qu'il faut absolument accélérer le processus de recrutement de personnalités dans le monde politique et le monde des affaires aux États-Unis. Il y a toute une série de mémos où il explique qu'il faut absolument recruter tout ce monde-là. Et lorsqu'on va voir le cœur de ce que de ces mémos de 85 de Khrouchtchev, il décrit la manière dont on peut aller recruter ces personnes-là avec ces fameuses créations de dossiers compromates. Je pense qu'on doit avoir l'article quelque part, Thomas, où il explique qu'il faut aller jouer soit la carte de la vanité, soit est-ce que c'est peut-être celui-là, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, la carte du chantage, faire piéger des gens avec les infidélités, des relations sexuelles, piéger les personnes avec de l'argent, etc., etc. Donc, au milieu des années 80, le patron du KGB met la pression sur les agents en place aux États-Unis pour recruter des hommes d'affaires. Et la plupart du temps en les faisant chanter, en les flattant ou en les faisant chanter. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut voir l'arrivée en 1986 à New York du nouvel ambassadeur soviétique aux États-Unis. Pourquoi il faut voir cette arrivée-là? Parce que cet ambassadeur, c'est quelqu'un qui travaille avec le KGB et qui, avant d'arriver à New York, a été en poste dans plusieurs pays. Et son travail a été à l'Ouest de recruter, souvent sous forme de chantage, des hommes d'affaires. Et sa fille, et il y a quelques années, l'ambassadeur russe à l'ONU le confirme, une de ses premières missions à New York est de rencontrer Donald Trump.
on va voir qu'il se retrouve dans cette position où il doit séduire Donald Trump. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il explique que dès qu'il est arrivé, il a expliqué à Trump, il est allé flatter son ego, que les informations que les Russes avaient à cette époque-là, sûrement grâce aux Tchèques, c'est que Donald Trump avait besoin de reconnaissance. Il avait ce côté de vanité qui est défini dans le mémo Khrouchtchev pour recruter du monde-là et qu'il fallait aller le flatter. Et c'est la première chose qu'il fait en disant « La première chose que j'ai vue en arrivant à New York, c'est votre tour ». Et sa fille, donc de Dubina, raconte que Trump a complètement fondu, que c'est une personne complètement émotionnelle, impulsive et qui a besoin en permanence. C'est quelque chose qu'on connaît, qu'on voit encore aujourd'hui. Il a besoin d'être reconnu. Il a besoin qu'on lui dise qu'il est le meilleur. Flattez-moi. Flattez-moi, exactement. Et elle explique que son père, donc, sa visite à Trump, a agi comme du miel sur une abeille. La visite et la rencontre de Dubina avec Donald Trump, elle est établie, elle est prouvée. Et cette visite ne s'arrête pas là. Nous sommes en 1986. À la fin de l'été 1986, sur invitation de ce même Dubina, Donald Trump commence à évoquer l'idée qu'il va partir en voyage à Moscou, en Russie. On revient tout de suite. Donc, 1986, deuxième semestre 86, l'ambassadeur Dubina invite Donald Trump à venir en Russie. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que Donald Trump, qui annonce qu'il va le faire, ne va pas organiser son voyage lui-même. Le voyage va être organisé et pris en charge à 100% par le groupe Intourist. Intourist, c'est l'agence touristique russe qui, en fait, dans la réalité, est une vitrine, une couverture de quoi? Une couverture du KGB. Non. Merci, Cody. Et donc, Intourist va organiser la tournée de l'Est de Donald Trump. C'est pas une légende, il y a des photos de lui en 1987, donc l'année 86 c'est terminé, en 87 à Moscou et à Saint-Pétersbourg où il va visiter les lieux et en revenir. Donc vous voyez, vous avez cet article de Newsweek à l'époque qui nous explique qu'il est arrivé sur la place rouge et qu'on lui propose de construire 2 hôtels de luxe et il a un parcours il a un séjour qui va complètement le charmer. Ça pourrait s'arrêter là. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe après. Encore une fois, on est dans les mêmes années où tout le monde va intensifier. À la fin 1987, Donald Trump rentre aux États-Unis et commence à évoquer l'idée qu'il va se lancer dans la politique et l'élection présidentielle. C'est quelque chose qui, avant, c'est peut-être juste un hasard, d'accord? Mais avant son voyage à Moscou, Donald Trump n'a jamais
affiché d'ambition politique. C'est même le contraire. C'est-à-dire que quand on l'a interrogé dans les années 80, il y a 2 ou 3 interviews qui existent où on lui demande s'il a cette envie-là et il dit non mais surtout pas. C'est un boulot complètement ingrat, ça ne m'intéresse pas. Donc avant son voyage à Moscou, Donald Trump n'est pas intéressé par l'idée de devenir un jour président des États-Unis. À son retour, il est tellement intéressé, on va voir, et vous allez voir, c'est extrêmement troublant, qu'en 1900, donc fin 1987, pour la première fois, publiquement, il évoque l'idée, il fait son premier discours de la photo, son premier, donc voilà, donc ça c'est son arrivée. Donc à l'époque, il n'arrive pas en avion avec son Trump One, il arrive en hélicoptère. On va voir la photo suivante juste à côté, Thomas. Donc, c'est en 1987. C'est le premier discours de campagne de Donald Trump. C'est quelques mois après son retour de Moscou. Et son discours, c'est quoi? C'est une attaque contre les États-Unis. C'est le fait qu'il explique que les États-Unis sont un échec complet. On va regarder, c'est l'article suivant, l'extrait suivant, les termes utilisés en 1987 par Donald Trump, donc lors de ce discours-là, d'accord, il explique que tout le monde, que le pays fait face à un désastre, qu'il n'est pas respecté à l'étranger, les États-Unis, que les autres pays rient en parlant des États-Unis, qui sont exactement le même discours de Trump en 2016, en 2020 et en 2024. 40 ans plus tard. Exactement, 40 ans plus tard, en disant si ce n'est pas la bonne personne qui va se retrouver à la Maison-Blanche, il va y avoir une catastrophe majeure dans les prochaines 4 années. Quelque chose là, you're never going to believe. Même la formulation. Qu'il a dit. Ouais. D'ailleurs, les années 80 aux États-Unis, c'était pas vraiment une période démocrate à la présidence. Donc c'est intéressant de voir qu'il utilisait les mêmes termes pour décrire l'époque Reagan aux États-Unis qu'après maintenant on a eu après l'époque Biden, après l'époque Obama. La seule différence, c'est qu'il a des phrases cohérentes et des phrases avec des mots qui ont plus de 5 lettres. Exactement. Et donc, si on revient sur cette chronologie parallèle qui est extrêmement intéressante, c'est que 84-85, les Russes décident d'aller recruter des hommes d'affaires aux États-Unis. 86, Donald Trump est invité, et il va le faire en 87, par l'ambassadeur russe à venir visiter la Russie. Il en revient avec cette intention de rentrer en politique et en tout cas d'utiliser son podium, sa popularité pour critiquer, pour attaquer les États-Unis. Et vous allez voir, ce n'est pas terminé. Et en même temps de ça, le dossier Trump chez les Tchèques, excusez-moi, j'essaie de tout reconnecter, passe du niveau régional au niveau national avec une accélération des informations. Cette concordance est extrêmement troublante. Il y a un autre geste fait par Trump à son retour de Moscou qui est encore plus troublant. En 1987, Donald Trump, personne s'y attend, va publier sur une page complète dans les 2 plus grands quotidiens des États-Unis, le Washington Post et le New York Times, une publicité, on va la voir, qui attaque le fait, une lettre ouverte, qui attaque le fait que les États-Unis font partie de l'OTAN et de demander le retrait des États-Unis de l'OTAN. 1997. Ce sont
les thèmes de Donald Trump aujourd'hui. Je vous en avais parlé lors de la campagne, lorsqu'on avait fait une émission sur l'eugénisme et la sélection génétique, en vous disant que Donald Trump a changé d'avis sur tout le temps. Il n'y a que 2 sujets sur lesquels il n'a jamais changé d'avis. C'est la supériorité de l'homme blanc, y compris de manière génétique, donc. Et la deuxième chose, c'est le fait que depuis 1987, après son voyage à Moscou, il souhaite que les États-Unis quittent l'OTAN, qui est un thème actuel. Et d'ailleurs, on va voir le Washington Post qui a fait un article pendant la campagne et qui expliquait que c'était depuis 30 ans que Donald Trump avait cette obsession de sortir de l'OTAN. Thomas, si tu peux nous le montrer, ça arrive tout de suite. Donc voilà, en disant voilà, ça, on est en 2019, hein, en disant ben, ça a au moins 30 ans. La position de Donald Trump de sortir de l'OTAN, qui est aujourd'hui la position qu'il continue de défendre et sur laquelle il a fait campagne, elle naît après son voyage à Moscou avec cette publicité-là. Je ne dis pas que Donald Trump a agi et que c'est l'homme de Moscou aux États-Unis, mais ce sont des points extrêmement troublants. Comme en 2013, on va le voir pour la petite histoire, en 2013, le fait que Donald Trump, parce que Twitter, X maintenant, mais à l'époque, Twitter n'oublie rien, on va voir ce tweet de Donald Trump sur Poutine en disant que, en se demandant si Poutine allait venir au concours Miss Monde qui était à Moscou et en concluant que s'il allait venir, il allait devenir son nouveau meilleur ami. Alors, 2013. Elon Musk. Voilà. C'est pire. Je crois que c'est pire. Ouais, c'est plus tard. C'est plus tard. Ce qui est intéressant sur Musk, on en parlera un jour, c'est que Musk a suivi exactement. On en avait parlé à Thomas, je ne sais pas si tu t'en souviens, lorsqu'on avait fait sur Starlink, etc., etc. Ouais, pendant Maintenant Matin, il a suivi le même parcours. Pas les mêmes années, évidemment. Il est plus jeune que Trump, mais il a suivi le même parcours. Lui aussi est parti à Moscou où pendant 10 jours, il a disparu de la circulation à faire la fête. Et si on retourne dans le mémo de Khrouchtchev en 1985, ça fait partie des points mis en avant pour contrôler ce fameux compromat, pour contrôler les hommes d'affaires américains, c'est de les piéger avec des filles, avec de la drogue, avec de l'alcool. Donc voilà, cette chronologie de Trump, là, toute cette partie que je viens de vous citer, en commençant par les Tchèques, on n'est plus dans les accusations, on n'est plus dans Moussaïev, on n'est plus dans Kalugin, on n'est plus dans Shevts. Nous sommes dans du dossier, dans des faits. Ce qui nous renvoie forcément, une fois qu'on a cette analyse-là, à ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe en ce moment. Si on se dit que, effectivement, comme le racontent Moussaïev, Kalugin et Shevts, comme le démontrent les archives des services de renseignement tchèques, Trump, d'une manière ou d'une autre, que ça soit sous forme de compromat, ou simplement, souvenez-vous ce que raconte la fille de l'ambassadeur en disant que Trump, ça a été facile, il a suffi de le flatter. Donc ça peut être simplement ça. Des fois, ça peut être simplement ça. On l'a déjà vu ça avec Trump récemment, avec des gens qui viennent le flatter et quelques jours plus tard, il se retrouve dans son gouvernement ou qui trouve un endorsement, quelque chose comme ça. On voit que c'est une technique avec Trump que si on fonctionne. Oui, c'est de l'argent garanti. Qui fonctionne. Et donc, forcément, ce qui se passe ces derniers jours,
prend un éclairage complètement nouveau lorsque on met bout à bout tout ce que je viens de vous raconter. Allez, on fait une pause et justement, on va faire le tour de tout ça.